Depuis toujours, les fabricants ont cherché à améliorer le rendement de leurs piles. Au XIXe siècle, on a connu les batteries rechargeables au plomb acide, puis au nickel-cadmium. Il y eut les piles salines et alcalines. Aujourd'hui, on parle surtout de piles et de batteries au lithium. La première batterie au lithium-ion a été commercialisée en 1991 et l'an passé, le Nobel de chimie a justement récompensé les inventeurs de ce nouveau type d'accumulateur. François Janet et Vania Parat ont révisé leurs notions de chimie et ils vous expliquent pourquoi ce minerai s'est aujourd'hui imposé au point d'être surnommé l'or blanc. Smartphone, ordinateur portable, appareil photo, caméra, même perceuse, la plupart de nos appareils quotidiens aujourd'hui tirent leur énergie d'une batterie au lithium. Pourquoi au lithium et en particulier au lithium-ion ? Pour le comprendre, nous avons consulté plusieurs spécialistes, dont Andreas Hutter, un expert des systèmes énergétiques au CSEM à Neuchâtel. Le lithium, il a le plus grand potentiel de faire des batteries avec une densité énergétique qui est très élevée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de kilowattheures pour peu de poids et peu de volume. Troisième élément sur le tableau périodique, l'atome de lithium compte 3 protons et 3 électrons, dont un seul sur son orbite externe. Cet électron a tendance à s'échapper facilement et c'est pour cela que le lithium est très efficace dans nos batteries. On dit qu'il a un excellent potentiel électrochimique. Le lithium, c'est donc un minerai blanc argenté, mou et surtout très léger. Une qualité qui, couplée à son grand potentiel électrochimique, permet de fabriquer des batteries légères, peu volumineuses et capables de stocker une grande quantité d'énergie. Bref, les batteries idéales pour accompagner le boom annoncé de la mobilité verte et de la voiture électrique. Comment fonctionne-t-elle ? On retrouve François Janet et Vania Parat. Des batteries au lithium, on en trouve de toutes les tailles. Des grosses, comme ici, qui équipent des voitures électriques, des petites pour nos appareils de photo ou nos smartphones. Les atomes de lithium dans une batterie, on les intègre à un oxyde métallique, de l'aluminium par exemple, en le déposant sous forme de poudre de céramique. Une batterie, c'est une sorte de sandwich, avec l'électrode positive, la cathode, puis l'oxyde d'aluminium, qui contient le lithium, au milieu, un solvant, électrolyte, de l'autre côté, une couche de graphite, et enfin, l'électrode négative, l'anode. Pour charger la batterie, on applique un courant électrique au système. La borne positive va attirer les électrons des atomes de lithium. Les ions de lithium, chargés positivement maintenant, seront attirés par la borne négative, l'anode, et ils vont migrer à travers l'électrolyte pour se poser sur les couches de graphite. Quand tous les ions lithium auront atteint les couches de graphite, la batterie sera complètement chargée. Inversement, si maintenant on branche un appareil électrique, les ions lithium voudront retourner dans l'oxyde métallique. Ils vont retraverser l'électrolyte et les électrons de leur côté vont alimenter l'appareil électrique. On pourrait croire au mouvement perpétuel, mais le phénomène, hélas, se dégrade avec le temps. À l'EPFL, c'est le professeur Hubert Giraud qui nous explique pourquoi. Pour rentrer dans le graphite, le lithium rentre par des petits trous, par des pores, et des fois il a tendance, si on le fait trop vite, au lieu de rentrer dans le trou, il se dépose à la surface, et ça commence à bloquer les pores de graphite. Inversement, lorsque on décharge la batterie, les ions lithium qui veulent rentrer trop vite, si on décharge trop vite, les ions lithium n'ont pas le temps de rentrer dans les pores de la céramique et se déposent à la surface des grains de céramique. Selon ce qu'on veut en faire, les batteries au lithium peuvent avoir différentes formes. Chaque batterie elle est constituée de différentes cellules. Et en fait, une cellule, par exemple comme celle-là, elle contient à peu près 10 watteurs. Ça, c'est les batteries cylindriques. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Des batteries comme ça, on les a partout dans les appareils, dans un format un peu plus petit. Et après, on peut faire des autres formats. Il y a des qui ont commencé à se faire. Ça, c'est des cellules prismatiques. Et en fait, ici, on fait plusieurs couches les uns sur les autres. Là, on les enroule. Là, on les met les uns sur les autres. Et en fait, ça a le potentiel de faire des batteries à long terme qui sont encore moins chères. On pourrait les fabriquer de manière plus efficace. Selon leur usage, les batteries contiennent des métaux différents. L'efficacité, le poids et l'abondance des ressources utilisées sont des critères déterminants.
On essaye d'éviter des métaux comme le cobalt parce que les ressources naturelles sont faibles. Ensuite, il nous reste le nickel, il nous reste le manganèse, il nous reste l'aluminium. Donc là, ce sont des métaux qui sont quand même en grande proportion sur la planète, mais qu'il faut quand même extraire. La recette finalement consiste à faire des céramiques avec ces métaux dans lesquels on a mis le ion lithium. Une fois arrivées en fin de vie, que deviennent-elles toutes ces batteries? Aujourd'hui, en Suisse, on récupère près de 80% des piles domestiques et des accumulateurs. Rappelons au passage, aux petits distraits, que la loi interdit de balancer directement les piles à la poubelle. Elles doivent impérativement être triées. Pour ce qui est des piles et des batteries au lithium, en 2019, seuls 25% ont été récupérés et traités. Pourquoi? Tout simplement parce que pour l'instant, le recyclage, ce n'est pas rentable. Bonjour. Monsieur, Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? alors on va se charger de les trier et vous êtes au bon endroit. Tôt ou tard, nos batteries finissent au rebut, mais à des fins de recyclage. Piles et batteries sont des déchets spéciaux qui demandent un traitement adéquat pour éviter toute pollution de l'environnement. C'est pour cela qu'il est impératif de les rapporter à leur point de vente ou à la déchetterie, comme ici, sur le site genevois de Châtillon. Aujourd'hui, sur le canton de Genève, on récupère finalement assez peu de batteries au lithium. C'est environ 1 à 2% de la masse totale des piles qui sont collectées, y compris les batteries au plomb, dans la mesure où ça reste des types de sources d'énergie qui sont mises sur le marché et utilisées depuis relativement peu de temps. Donc on est dans des proportions plutôt faibles, avec des quantités relativement stables d'une année sur l'autre, mais on peut s'attendre à ce que ces prochaines années, les quantités augmentent de manière importante, vu l'usage qui en est fait. En Suisse, tous les types de piles ou de batteries aboutissent à Vimis, chez Batrec. Nous l'avons expliqué dans plusieurs reportages sur la RTS. Ici, tous les métaux réutilisables des batteries sont récupérés à travers des processus complexes. Mais sur 3000 tonnes de batteries par année, il ne reste que très peu de lithium, une quantité insuffisante pour le valoriser. Sur 280 tonnes de batteries lithium par année, il reste 2,8 à 3 tonnes de lithium. Avec cette faible quantité, il n'y a pas d'intérêt à le récupérer. Le lithium reste dans ce qu'on appelle la masse noire. Cette poudre, nous l'envoyons dans une société sœur en France qui opère un traitement hydrométallurgique. Mais le carbonate de lithium qu'on récupère n'a pas la qualité qui permet de refaire une batterie. On peut juste le destiner à l'industrie de la céramique. Bonsoir François Jeannet. Bonsoir Malik. Avec Vania Parat, vous avez réalisé ces reportages sur le lithium. Donc on l'a vu, l'extraction de ce minerai pose des gros problèmes écologiques et sociaux. Son recyclage est très compliqué, donc si vous voulez être un consommateur un peu responsable, on a quand même tout intérêt à essayer de faire durer le plus longtemps possible les batteries de nos téléphones et de nos vélos. Alors soyons très concrets, François, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour que la batterie ait la vie la plus longue possible? Alors, il y a quelques astuces pratiques. Il faut savoir qu'une batterie au lithium, on compte sa durée de vie en cycles. 1500, 2000 cycles pour la batterie d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable, par exemple. C'est le nombre de fois qu'on peut la recharger. Complètement, de 0 à 100%. D'accord. OK. Et il faut savoir que les batteries au lithium n'aiment pas les extrêmes. Autrement dit, c'est pas très recommandé de vider complètement sa batterie et de la remonter à 100%. Autant des petites charges dans la journée qu'une nuit complète, son téléphone qu'on remet en charge. Si les batteries n'aiment pas les extrêmes, en température non plus. N'oubliez pas votre téléphone portable sur le tableau de bord, sous le pare-brise ensoleillé. C'est mortel pour les batteries. Le congélateur n'est pas recommandé non plus, mais c'est assez rare qu'on laisse son téléphone dans ces endroits-là. En effet. Et puis, quand on charge son téléphone, là aussi, comme il chauffe un petit peu, autant le déshabiller, enlever la coque. C'est aussi utile pour préserver la durée de vie des batteries. Autre recommandation, utilisez le chargeur original. Il y a le bon ampérage. C'est vraiment fait pour, c'est étudié pour. Veillez aussi à ne pas stocker une batterie complètement vide. Évitez les charges et les charges rapides. Il faut savoir qu'il y a toujours un BMS, le Battery Management System, qui fait un petit peu ça pour vous. Une sorte de cerveau de la batterie. C'est exactement ça. Il part un petit peu à toutes ces choses-là, mais autant avoir les bonnes pratiques. D'accord. Et puis, juste encore un dernier point. Si on a une voiture électrique, on n'est pas encore très nombreux, mais enfin, ça va venir. Est-ce qu'il y a un petit truc pour Alors, c'est les aussi faire un petit durer peu le phénomène. longtemps ? Évitez
les charges rapides, chaque fois que c'est possible. Les charges rapides, évidemment, pour une voiture, on voudra refaire le plein assez rapidement. Mais ça, c'est potentiellement dommageable pour les batteries. Évidemment qu'ils l'ont aussi prévu, mais ce n'est pas bon pour les batteries de charger trop rapidement. D'accord, merci pour ces conseils pratiques. François, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. On vient de le voir, une bonne partie du lithium n'est pas récupérée et finit en masse inerte dans nos décharges. Pourtant, certains cherchent et trouvent des solutions astucieuses. À Zurich, une start-up s'est mise en tête de redonner une deuxième vie au lithium contenu dans les batteries de nos vélos électriques. Regardez. Après 5 à 7 ans de fonctionnement, une batterie de vélo électrique montre des signes de fatigue. Mais il est possible de leur offrir une nouvelle vie. C'est ce que fait Libation, une start-up zurichoise qui récupère les batteries lithium de vélo, comme d'ailleurs les batteries de voitures électriques. En Suisse, on recycle 40 à 50 tonnes de batteries de vélos électriques. Cela représente 10 000 batteries par année. Avec notre système, nous en récupérons 6 600. Notre taux de recyclage affiche un potentiel de 66%. Cela correspond à une réduction de 240 à 300 tonnes de CO2. Avec l'évolution des ventes de vélos électriques, dans 6 ou 7 ans, nous pourrons récupérer 100 000 batteries par an, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Et nous nous y préparons déjà. La première étape consiste à récupérer les batteries de vélo qui arrivent à Vimis chez Batrec. Un technicien de Libation désosse complètement les batteries pour vérifier ce qu'il leur reste de capacité. Avec ce système ici, les cellules sont testées individuellement pour évaluer leur état de santé sur plusieurs points, comme la capacité, l'impédance interne, la courbe caractéristique. Tout peut être trié automatiquement. Quand ce n'est que l'électronique qui est défectueuse dans les batteries de vélo, on la débranche et on peut tester la batterie dans son ensemble. Le système de test que nous avons développé est modulaire. On branche le module complet pour le tester, l'évaluer et enregistrer ses caractéristiques. Les cellules en bon état sont alors expédiées à Gladbruck, dans la banlieue de Zurich, où elles sont réassemblées dans de nouvelles boîtes pour faire de nouvelles batteries. Nous avons tout développé à partir de zéro. Et nous programmons nous-mêmes le PCB, l'intelligence de la batterie. Chaque client peut obtenir une application spécifique, une programmation sur mesure, personnalisée. Les frères Bahamonde ont commencé à remonter de petits accumulateurs dans le garage de leurs parents. Aujourd'hui, ils proposent des solutions personnalisées pour équiper des petits véhicules électriques, des fauteuils roulants et autres, ou encore pour proposer des batteries sous garantie pour des équipements solaires. Les batteries aujourd'hui sont l'objet de développements technologiques rapides. L'an dernier, le Salon des inventions de Genève a récompensé une entreprise de Hong Kong qui a développé une batterie lithium très propre. La Wattmar 3 remplace de nombreux composants par de l'eau et n'occasionne que très peu de pollution. Cet inventeur, dans son coin, a engagé une vingtaine de scientifiques à ses frais et on dit on a un problème à régler. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à fabriquer une batterie au lithium plus performante, moins coûteuse et qui récupère 98% des produits qui constituent cette batterie au lithium. C'est une révolution. Même si on nous l'annonce comme le minerai miracle qui va nous sortir du pétrole et nous envoyer au paradis de la mobilité verte, pour l'instant, le lithium pose au moins autant de questions qu'il n'en résout. C'est en tout cas l'avis de notre blogueuse Leila Rolly. C'est quoi encore le problème avec le lithium ?
Lithium par-ci, lithium par-là, qu'il soit associé à la téléphonie ou à l'informatique, ce métal alcalin a envahi notre quotidien sous couvert d'être l'élément garant d'un futur plus vert. C'est particulièrement le cas lorsqu'on nous vante les mérites de l'automobile électrique. Et c'est vrai, sans prendre en compte l'impact écologique et social de leur production, dans nos villes, question pollution de l'air, les batteries au lithium ont tout pour plaire. Si la perspective d'un avenir tout lithium peut donner des hauts le cœur à certains, nos poumons, eux, applaudissent des deux lobes. C'est vrai qu'on respire mieux à Zermatt qu'en plein Genève. Mais je te vois venir, il y a un pépin. Le souci, ce sont les volumes de vente de ces technologies surconnectées et on en voit arriver toujours plus sur le marché. Il existe même des langes qui envoient un SMS aux parents quand Junior doit être changé. Comme exemple moins marginal, on peut parler des trottinettes électriques qui ont pris d'assaut les grandes villes. Si le déplacement en trottinette électrique lui-même a un impact très faible, il ne faut pas négliger son cycle de vie. Les matériaux, le montage, le transport, le chargement de la batterie. D'ailleurs, une étude de l'Université de Caroline du Nord a révélé que, par passager et par kilomètre parcouru, la trottinette électrique a un impact plus élevé sur l'environnement qu'un bus régulièrement plein. Et ces trottes, elles se comptent par millions. Donc finalement, le problème des batteries au lithium, c'est qu'il y en a trop et que si on analyse leur cycle de vie en entier, c'est pas si vert que ça. Alors on fait quoi ? Comme toujours, la solution c'est de freiner la course à la consommation et soutenir la recherche pour développer des technologies réellement durables dont on n'abusera pas. Et les alternatives plus vertes aux batteries lithium, il y en a. T'as des exemples ? En voici deux. En 2017, des scientifiques soutenus par le Fonds national suisse ont trouvé une alternative à base de sodium et de magnésium, deux éléments plus abondants et bien plus facilement recyclables que le lithium. Avant ça, en 2013, au Nigeria, Aina Duro Adebola, une collégienne alors âgée de 14 ans, a mis au point une génératrice qui carbure à l'urine plutôt qu'au diesel. Un jour peut-être, on pourra dire adieu aux pannes sèches, il suffira de se soulager dans le réservoir. Bon, en attendant l'époque bénie où nos voitures rouleront à la force de nos vessies, il est un domaine où les batteries du futur s'annoncent prometteuses, c'est l'aéronautique. Et oui, l'avion électrique ou solaire, ce n'est déjà plus de la science-fiction, n'est-ce pas Bertrand Piccard ? Et c'est un domaine où les Suisses en connaissent un sacré rayon. Un avion électrique pour monter dans la stratosphère à plus de 20 km d'altitude. C'est ce que Raphaël Donjon veut réussir avec son engin solaire. Et la batterie de son appareil aura un rôle majeur à jouer. Lorsqu'on fait un avion électrique et solaire, il faut faire un avion très léger qui consomme très peu d'énergie. Maintenant, si on veut monter dans la stratosphère, là, bien sûr, il nous faut plus d'énergie. Donc là, il nous faut l'énergie non seulement de nos cellules solaires qui sont extrêmement performantes. On a quasiment 25 mètres carrés de cellules solaires très performantes. Mais il nous faudra aussi l'énergie des batteries. Et on va utiliser toute l'énergie qu'on a à disposition pour essayer de rejoindre la stratosphère. Solar Stratos compte plusieurs partenaires pour développer et mettre au point les technologies qui permettront de réussir le vol record. À Neuchâtel, le CSEM se charge d'étudier les types de batteries et l'intelligence qui permet de gérer l'énergie du système. Pour ce faire, le CSEM effectue de nombreux tests dans une chambre climatique utilisée comme simulateur. Pour Raphaël, ce n'est pas la durée de vie de la batterie qui est tellement intéressant parce qu'il fait un vol. Et en fait, il a des conditions qui sont relativement extrêmes concernant surtout la température. Alors il va avoir jusqu'à moins 70 degrés dans la stratosphère. Et on sait intrinsèquement que la capacité des batteries, elle va beaucoup chuter avec une baisse de température. Et en fait, pour Raphaël, c'est important de savoir à chaque moment combien d'énergie il aura encore dans sa batterie pour pouvoir régler la puissance de son moteur juste pour qu'il y ait encore assez pour monter jusqu'en haut. Les batteries qui sont maintenant dans l'avion sont probablement pas celles du record. On attend d'avoir la meilleure technologie disponible pour aller le plus haut possible. Pour aller le plus haut possible, Solar Stratos aura besoin de la plus grande densité énergétique possible. Autrement dit, un maximum d'énergie pour un minimum de volume et de poids. Cette course à la performance s'exprime en wattheures par kilo. Il y a des grands progrès qui ont été faits ces dernières années. Et il y a aussi des chimies qui sont à peu près nouvelles. Il y a le lithium sulfure, c'est par exemple ça. Ça a le potentiel de doubler la capacité ou la densité d'énergie. Actuellement, on a pu voir que les batteries qui sont utilisées dans les voitures, ils ont une densité d'énergie de 250 Wh par kilogramme.
Avec cette batterie-là, on a le potentiel là on a déjà mesuré actuellement 400 Wh par kilogramme et on pourrait encore aller plus loin. Ces batteries-là sont encore en développement parce que leur durée de vie reste encore très courte. Ces dernières années, la recherche a d'abord visé à baisser les coûts plutôt qu'améliorer les performances. Raphaël Donjean, qui avait réalisé il y a 10 ans le premier tour du monde sur un bateau solaire, Planète Solar, le regrette un peu. On avait des batteries qui avaient 150 Wh/kg sur Planète Solar. Et aujourd'hui, on est plutôt à 250 Wh/kg. Donc, on n'a pas tout à fait doublé les performances en termes de densité. Par contre, en termes de coût, les premières observations qu'on a fait en 2004, 1 MWh de batterie, c'était à peu près 7 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 250 000 $. Donc, on voit que le coût, par contre, a vraiment diminué. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de développer la mobilité électrique, les voitures électriques. C'est quelque chose qui est vraiment favorable à son développement. Les records permettent souvent de déboucher sur des applications quotidiennes de ce qui a été mis au point. Les batteries du futur devront être intelligentes. Leur chimie évoluera encore. On parle de batteries au sodium, de batteries entièrement solides, avec des performances singulièrement améliorées. Tesla vient d'ailleurs d'annoncer une batterie pour voiture qui devrait permettre de parcourir 1,5 million de kilomètres pour une durée de vie de 20 ans. Priscilla Caliandro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une chercheuse spécialiste des batteries et de la mobilité électrique. Vous êtes directrice adjointe du Centre de recherche sur le stockage de l'énergie à la Haute École spécialisée de Berne. Alors, on vient de voir un reportage avec un avion solaire qui fonctionne avec des batteries au lithium. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra, vous et moi, prendre un avion de ligne et puis cet avion, il marchera avec une batterie au lithium? Est-ce que c'est de la science-fiction ou ça pourrait exister? Ça pourrait exister, mais pas maintenant. En effet, ce qu'ils utilisent aujourd'hui sur les avions sont des combustibles à base d'hydrocarbures liquides qui ont une densité énergétique pour unité de poids et de volume très élevée. Donc ils sont très efficaces. Oui, et si on fait une comparaison entre cet carburant et la batterie, le carburant il contient 50 fois plus d'énergie comparé à la batterie pour unité de poids. Donc la batterie au lithium pour les avions, ce n'est pas pour demain. Ce serait pour quand, selon vous? Ça peut être en environ 30 ans. Ah, dans 30 ans, on aura peut-être des avions au lithium. Oui. On dit que dans une dizaine d'années, entre 25 et 30% du parc automobile, là on parle de voitures, sera électrique. Donc il aura des batteries au lithium. Franchement, Priscilla Caliandro, est-ce qu'il y aura assez de lithium pour toutes ces centaines de milliers, des millions de batteries? Oui, selon les estimes, le lithium, il ne va pas poser un problème. Ce n'est pas un minerai rare, en fait. Non, ce n'est pas un minerai rare. Et comme, de la même façon que la demande augmente, il aussi évolue les moyens d'extraire cette matériau. Mais il y a des autres composants dans la batterie, comme le cobalt, qui est un matériau plus à risque. Ah oui, donc... Le lithium, il y en aura sûrement assez. Par contre, il y a d'autres métaux qui pourraient manquer, alors. Oui, exact. D'accord. Et alors, si on se lance tous dans le lithium, est-ce qu'on ne va pas tomber dans une nouvelle dépendance? Après avoir été dépendant du pétrole, on va se retrouver dépendant du lithium ou du cobalt? Non, ça ne va pas être le cas parce que dans le futur, on a besoin de plusieurs des technologies. Le lithium, il ne va pas être le seul acteur. Et aussi, l'Union européenne il a l'objectif de faire beaucoup de recyclage sur les batteries et de récupérer tous les métaux qu'on a dans les batteries et les réutiliser pour créer de nouveaux produits. Donc, une des solutions, c'est évidemment d'améliorer leur recyclage. Oui, exact. Dernière question, Priscilla Caliandro. Est-ce qu'un jour, on ira au-delà du lithium? On parle aujourd'hui de piles à hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres pistes prometteuses? Oui, il y a aussi des pistes sur les batteries, qui peut être la batterie au sodium-ion. Et le sodium, c'est beaucoup plus... c'est plus facile à trouver. Et moins cher. Mais aussi, il y a des piles à combustible qui marchent avec l'hydrogène. Et cette technologie, il a plus de sens sur les gros camions ou les longues distances. Ça existe déjà, des camions qui roulent à l'hydrogène? Oui, il y a le Hyundai qui fabrique ce camion et la Suisse il a un projet de construire un réseau d'hydrogène pour les camions en Suisse. Donc un jour, on verra des camions à l'hydrogène? Oui. Voilà, écoutez, en attendant ce jour-là, je vous remercie vraiment d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie pour ces explications. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci à vous.
Un coup de fil, ce n'est plus si facile. Il y a quelques semaines, on vous racontait l'histoire de cet abonné Salt qui, lorsqu'il appelait à l'étranger, avait à chaque fois un autre numéro qui s'affichait sur le téléphone de son interlocuteur. Pas vraiment pratique pour communiquer. Depuis, plusieurs téléspectateurs, clients d'autres opérateurs que Salt, nous ont écrit pour nous dire qu'il leur arrivait exactement la même chose. Toujours plus fort, ce soir, Linda Bourget vous raconte le chemin de croix d'un croque-mort avec ses différentes lignes téléphoniques. Je suis directeur et propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres. Voilà une personne qui est décédée en 2017 et la famille nous a contactés pour s'occuper de son enterrement. Ce qu'on a fait ici, dans ce beau cimetière de Clarens. Ces allées, c'est un peu le lieu de travail de Marcel Yost. Plus de 25 ans qu'il croque les morts de la région, mais beaucoup de clients lui ont échappé. En cause, un numéro de téléphone fantôme. Pendant 12 ans, j'étais plus joignable par un numéro de téléphone. Et les personnes qui appelaient à ce numéro, ils allaient ailleurs, tout simplement. Petit retour en arrière pour comprendre cette drôle d'histoire. En 1992, Marcel Yost fonde son entreprise de pompes funèbres à Montreux. Pour être joignable, il prend plusieurs numéros de téléphone, dont une ligne qui transite par une centrale de Lausanne et doit lui permettre d'être atteignable 24 heures sur 24. C'était le numéro principal de Montreux, c'est le numéro qui paraissait dans toutes mes publicités, c'est le numéro qui paraissait dans les bulletins de téléphone, tout ça. On est de service de jour comme de nuit. S'il y a une levée de corps à faire en ville, que ce soit dehors, à l'extérieur, c'est la gendarmerie qui nous appelle. Si c'est chez les privés, c'est la famille qui nous appelle et il faut se déplacer. Que ce soit 10h du soir, 2h du matin, 3h, 4h du matin, on doit aller dans la famille pour récupérer le défunt. En 2006, dans un supermarché, il signe un contrat Sunrise. Sans vraiment le comprendre, il vient de faire passer ce numéro chez l'opérateur, tandis que les autres numéros de l'entreprise restent chez Swisscom. Mais de manière surprenante, Marcel Yost ne reçoit jamais la moindre facture de Sunrise. Et puis, il y a 2 ans, grosse surprise. J'ai découvert que mon numéro principal, 963 0063, n'était pas actif. Il était dévié par Sunrise. Et comment est-ce que vous avez découvert ça ? Alors j'ai prêté du matériel pour une soirée de gym et quand ils ont voulu me le rendre, ils m'ont appelé par le 963 0063 et c'est une connaissance qui m'a dit « mais tu es inatteignable, on n'arrive pas à te joindre ». Et moi je lui ai dit « mais comment ça se fait ?» Et il m'a expliqué, il m'a dit « voilà ce qui se passe ». Et puis suite à ça, j'ai fait toutes les vérifications et je me suis aperçu que ce numéro était effectivement dévié par Sunrise, chez Sunrise pour une publicité Sunrise, personne au bout. Marcel Yost enregistre le message qu'il découvre en 2018. Bienvenue chez Sunrise. Si vous souhaitez devenir client de Sunrise, contactez-nous au 0800 707 707. Merci. Prière de rappeler plus tard. L'abonné désiré ne peut pas être atteint pour le moment. Pendant des années, les appels sur ce numéro se perdent dans les limbes de la télécommunication. Mais comme Marcel Yost reçoit tout de même des appels directs sur son portable et sur un numéro secondaire actif uniquement pendant les heures de bureau, il ne s'en rend pas compte. Si ça date depuis 2006, il y a à peu près 800 000 à 1 million de pertes pour mon entreprise. Marcel Yost mandate une avocate pour demander réparation. Mais encore faut-il comprendre qui est à l'origine du problème. Car les 2 opérateurs étaient en partie responsables du numéro. Swisscom assurait le raccordement, tandis que les communications étaient du ressort de Sunrise. Alors pourquoi les appels entrants n'ont-ils jamais fonctionné ? Alors c'est une très bonne question. En fait, le raccordement qui est géré par Swisscom fonctionnait parfaitement bien. Il a reçu ses factures de Swisscom. Ensuite, toute la partie qui est chez Sunrise, nous, on ne peut rien contrôler. C'est vraiment quelque chose qui incombe à Sunrise. Évidemment, Sunrise prétend le contraire. Le produit n'ayant jamais été correctement porté par Swisscom, le client ne pouvait jamais utiliser les services. C'est la partie qui incombe à Sunrise qui a posé problème. Donc moi, je pense vraiment que Sunrise devrait plonger un peu plus profond dans cette affaire et vérifier ce qui s'est passé. Position de Sunrise :
Veuillez contacter Swisscom. Un dialogue de sourds qui excède le patron. Qu'est-ce que vous attendez des opérateurs aujourd'hui? Des explications valables et puis éventuellement un dédommagement si c'est nécessaire. Personnellement, je trouve que c'est nécessaire parce qu'une histoire comme ça, c'est abracadabrantesque. Mais là, évidemment, tout le monde fait le mort. Ce numéro n'est pas valable. Diese Nummer ist ungültig. Questo numero non è valido. Précisons encore qu'à la fin de l'année passée, notre croque-mort a changé d'opérateur pour son numéro principal et il est revenu chez Swisscom. Avec une petite pointe d'humour noir, je pourrais donc vous dire que si vous pensez mourir la semaine prochaine, vous pouvez appeler, il y aura quelqu'un au bout du fil.